Un sandwich au poulet, du fromage, des sandwichs au caviar, du café et du champagne. Voulez-vous quelque chose? Debbie se promenait dans la cabine de première classe de l'énorme avion où elle travaillait comme hôtesse de l'air, avec un sourire charmeur. Debbie était une employée expérimentée qui pouvait dire d'un seul coup d'œil si ses passagers avaient besoin de quelque chose. Elle n'avait même pas besoin de regarder sa montre pour savoir quand il était temps de servir les invités du vol. « Chérie, un peu de champagne, s'il te plaît », dit l'homme âgé, un peu grassouillet, en costume d'affaires, qui se rend à Londres pour un voyage d'affaires. Il était assis près du hublot et lisait le dernier journal lorsque Debbie s'est avancée dans l'allée, poussant un chariot chargé d'encas et de plats. « Bien sûr, un instant, » dit la femme en souriant. Puis elle a habilement sorti une bouteille de champagne du compartiment inférieur du chariot, l'a apportée à la zone de service, l'a ouverte rapidement et a versé le liquide doré et pétillant dans un verre en cristal, qu'elle a ensuite apporté à l'homme d'affaires. « Merci, Debbie, » dit l'homme, et il se remet à lire. Debbie aimait vraiment son travail. Cela faisait maintenant 4 ans qu'elle travaillait à bord d'une compagnie aérienne et elle n'avait jamais regretté son choix. Le ciel infini, le bel uniforme, la possibilité de voir d'autres pays et la diversité des fuseaux horaires, tout cela lui permettait de se sentir libre et de distraire son âme des divers problèmes, soucis et angoisses du moment, dont Debbie ne manquait malheureusement pas. Après avoir fini de servir les plats, Debbie retourne à son poste de travail. Elle pose le chariot et se regarde dans le miroir, rajustant quelques mèches de cheveux qui se sont détachées de sa coiffure. Debbie est une très jolie jeune femme de 28 ans, aux cheveux châtain brillants et aux yeux vert foncé. Comme l'herbe luxuriante de l'été. Son sourire faisait trembler les hommes de plaisir et soupirer les femmes d'envie. Cependant, il y a quelque chose dans son apparence qui insécurise profondément la jeune hôtesse de l'air. Debbie soupire et regarde sa main gauche, dont le majeur est plus court d'environ 1 centimètre que les doigts voisins. La jeune fille peint intentionnellement ses ongles avec le vernis le plus neutre et le plus calme qui soit, et ne se fait jamais faire de manucure dans un salon, car elle se sent gênée par ce défaut physique très visible. Pour la même raison, Debbie ne portait presque jamais de bague, ne voulant pas attirer l'attention sur ses longs doigts semblables à des pianos. Sur le fond, cette petite, comme l'appelait la jeune fille, paraissait terriblement gênante. La seule exception était la modeste bague de fiançailles en or que l'hôtesse de l'air portait à l'annulaire de sa main gauche. C'est la seule chose qui lui reste en souvenir de son défunt mari. En regardant la bague, Debbie replonge involontairement dans ses propres souvenirs. Et il est mort il y a un peu plus d'1 an. Ironie du sort, une semaine avant sa mort, l'époux avait contracté un prêt à un taux d'intérêt incroyablement élevé, et Debbie devait maintenant rembourser seule la dette. Pour la jeune hôtesse de l'air, le montant du prêt est tout simplement insupportable, et chaque fois qu'elle y pense, l'hystérie et la terreur sauvage s'emparent immédiatement d'elle. Tout cela parce que le prêt n'avait pas été contracté auprès d'une banque avec laquelle elle aurait pu tenter de négocier, mais auprès de personnes très dangereuses, des représentants de la couche criminelle de la ville. Même aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, Debbie ne pouvait pas donner tout l'argent à ces gens terribles, et ils appelaient constamment la femme pour lui réclamer sa dette. Debbie ne comprenait toujours pas ce qui avait pu pousser Andy à demander de l'argent à ces voyous, et surtout, pourquoi avait-il besoin d'une somme aussi astronomique? Ces derniers mois, les bandits avaient complètement perdu la tête, écrivant de terribles menaces sur les murs près de la maison de l'hôtesse de l'air, ou la traquant sur le chemin de l'aéroport à son domicile, suivant son taxi dans leur gros SUV noir teinté. Il était clair que leur but principal était d'intimider la jeune veuve au point qu'elle ne puisse penser à rien d'autre qu'à leur donner ce maudit argent. Et il faut dire qu'ils ont brillamment réussi à exercer ce genre d'influence. Eh bien, ma belle, combien de temps mon patron va-t-il encore devoir attendre son argent, demande le grand voyou aux larges épaules et à la calvitie complète, en coinçant un jour la malheureuse hôtesse de l'air dans une ruelle près de chez elle. Debbie revenait d'un autre vol et était à peine capable de comprendre ce qui se passait.
L'homme l'a saisie par le bras et l'a emmenée de force dans un bâtiment sombre et abandonné, où lui et ses complices ont commencé à la menacer et à l'intimider, exigeant l'argent. Je vous ai donné 10 000 € la semaine dernière. Je n'en ai plus, a tenté Debbie pour se libérer de son emprise. Je t'ai déjà expliqué 100 fois que je ne peux pas collecter des sommes aussi importantes en si peu de temps. Le bandit se contenta de sourire de travers. Le chef est trop tendre avec toi. Il t'a permis de rembourser ta dette en plusieurs fois et pendant une année entière, mais le temps passe et nous sommes loin d'avoir atteint la moitié de la somme. Même si je vends mon appartement, ce ne sera pas suffisant, et vous le comprenez très bien, plaide Debbie en regardant l'homme encombrant. Le videur tendit son énorme index et caressa lentement la joue de Debbie, ce qui lui donna immédiatement la nausée. La sensation était insupportable, d'autant plus que le doigt du scélérat empestait intolérablement le tabac épais. « Tu es belle » dit le bandit à voix basse. Le chef a demandé à vous dire que si vous n'avez pas la totalité de la somme manquante entre les mains d'ici notre prochaine rencontre, il vous autorisera à rembourser la dette d'une autre manière beaucoup plus agréable et plus facile. L'homme sourit d'un air docte, et le cœur de Debbie se serra immédiatement. Non, il n'oserait pas, dit-elle en regardant la canaille avec une horreur indicible dans les yeux. Je vous dénoncerai à la police et vous irez tous en prison. Au lieu de répondre, la canaille rit bruyamment et frappe Debbie à l'estomac avec une telle force qu'elle a l'impression d'avoir été soufflée. Pliée en deux, elle haletait pour respirer l'air frais de l'automne, mais l'oxygène refusait obstinément de pénétrer dans ses poumons brûlants de douleur. Ne tentez rien, grogna le voyou. Si tu dis un mot aux flics, nous te ferons vivre une telle aventure que tu regretteras d'être né. Tu me comprends ? L'homme saisit Debbie par le menton et la force à regarder ses petits yeux gonflés de colère et de haine envers les femmes. C'est compris, crie-t-il encore une fois. Oui, répond faiblement l'hôtesse de l'air, qui se tord de peur et de douleur dans ses bras. Dites-moi, combien de temps me reste-t-il ? C'est une autre conversation, dit le bandit, presque bon enfant. Il mit alors la jeune fille sur ses pieds comme si elle n'avait rien pesé du tout et continua. Tu aurais dû commencer à résoudre le problème de manière constructive. Rien de tout cela ne t'arriverait en ce moment. Debbie lui jeta un regard de mépris physique sous son front et s'appuya prudemment contre le mur de la maison. Pendant ce temps, l'homme sort un petit agenda et marque une date au crayon. Debbie se tint debout, l'estomac serré, et regarda la canaille, attendant en silence. « Vous avez 2 semaines, dit-il enfin, et il referma l'agenda avec un bruit sourd. « Si tu ne récupères pas le reste de l'argent dans ce délai, prépare-toi à rencontrer mon patron. Et je t'assure que tu as intérêt à être gentille avec lui, sinon on te vendra comme esclave aux Turcs. Ils adorent les filles comme toi là-bas. » Il sourit à Debbie avec un sourire de prédateur, comme celui d'un chacal, avant de monter lentement dans son SUV noir et de disparaître dans la nuit. Dès que la voiture a démarré, Debbie a été saisie d'un désespoir si intense qu'elle était prête à s'arracher les cheveux. Sanglotant désespérément, elle se dirigea vers son appartement, se posant sur la balustrade pour éviter de tomber. Debbie ne sait pas où trouver le reste de l'argent. Elle se rendit compte que, même si elle avait demandé à ses supérieurs de l'emprunter, il était peu probable que l'aéroport soit en mesure de répondre à ses besoins. « Andy, comment as-tu pu me laisser comme ça ?» s'écrie Debbie en regardant la photo de son défunt mari dans un cadre funéraire. « Où puis-je trouver de l'argent maintenant ? Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qu'il pourrait me faire. » Andy Eslin était un homme d'affaires qui tirait un revenu décent de diverses activités entrepreneuriales, allant du commerce de produits sur le marché de la ville à la gestion d'un réseau de production pour la fabrication de portes. Andy était prêt à passer 24 heures sur 24 dans son entreprise, cherchant à contrôler chaque processus. Malheureusement, il a investi beaucoup d'argent et de temps dans ses entreprises, mais il s'est toujours trompé sur les personnes. Récemment, des gestionnaires rusés ont réussi à voler l'entreprise de l'homme d'affaires d'une manière ou d'une autre.
L'entreprise a subi des pertes inévitables et Andy a dû littéralement tout recommencer. Lorsque la majeure partie de l'argent a été épuisée, Andy a pris le risque de contracter un prêt énorme pour corriger ses erreurs commerciales. Les banques ne font plus confiance au mari de Debbie. Contrairement au chef criminel qui accepte volontiers de prêter de l'argent à Andy. L'homme d'affaires naïf pensait pouvoir injecter suffisamment de fonds dans chacune de ses entreprises pour les relancer et commencer à faire des bénéfices. Et c'est avec ces bénéfices qu'Andy comptait rembourser sa dette, mais le destin en a décidé autrement. Le plus étonnant, c'est que malgré les échecs commerciaux de son mari, Debbie l'aimait toujours de tout son cœur. Et il était intelligent, doux, gentil. Bref, l'homme le plus parfait du monde. Et Debbie le pleurait terriblement. Même aujourd'hui, après tant de temps passé, elle n'arrivait pas à croire qu'il n'était plus à ses côtés et que sa voiture ne s'arrêterait plus jamais devant leur maison. Debbie est bouleversée par le fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants pendant leurs 2 années de mariage. Si elle avait eu un fils ou une fille d'Andy, elle aurait peut-être mieux supporté cette situation. Non, j'ai tort, se dit l'hôtesse de l'air en secouant la tête. Compte tenu de l'histoire de cette dette, qui sait à quel danger l'enfant aurait pu être exposé. Peut-être était-il préférable que je n'ai pas eu le temps d'accoucher. Se rappelant que son mari était mort d'une mort atroce, Debbie secouait tristement la tête à chaque fois. Dieu interdit à quiconque, même à ses ennemis, de connaître une fin de vie aussi terrible. Andy se rendit dans une maison d'hôte à la campagne pour le week-end. Il a dit à sa femme qu'il voulait être seul pendant un certain temps, pour réfléchir à sa vie, à la façon de mieux gérer l'argent qu'il recevait de ses créanciers. Debbie a proposé à son mari de l'accompagner. Mais Andy refuse poliment. Ne t'inquiète pas, Debbie. Réfléchis. Que ferais-tu là-bas? Tu reviens d'un vol. Tu as besoin de te reposer. Et moi? Je ferai frire des brochettes et je préparerai du thé fort. J'observerai les montagnes et je réfléchirai à la manière de sauver mon entreprise. Une ombre inquiète se dessine sur le visage de Debbie. Elle pensait qu'il valait mieux qu'il n'aille nulle part seul. Andy, j'ai peur. Debbie l'admet honnêtement. Ces gens, et surtout Monsieur Connor, sont de vrais criminels. Peut-être qu'ils te surveillent. Andy sourit doucement. Debbie, ma chère, tu as lu trop de livres. Monsieur Connor n'est qu'un homme d'affaires ordinaire, comme moi ou n'importe qui d'autre, qui dirige plusieurs grandes entreprises à la fois. Oui, il a eu quelques liens avec le monde criminel dans le passé, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, sa réputation est pratiquement claire comme de l'eau de roche. Debbie regarde son mari d'un air dubitatif. Debbie regarde son mari d'un air dubitatif. Le mot-clé est pratiquement. Qui sait si on peut lui faire confiance? Tu parles de lui comme si c'était la personne la plus gentille qui soit, mais c'est loin d'être le cas. Combien de mauvaises choses a-t-il fait dans le passé? Andy se détourna de sa femme avec irritation. Ne commence pas, s'il te plaît. Si tu crois tout ce qu'ils disent dans les journaux, tu vas vite devenir paranoïaque. De plus, Monsieur Connor n'est qu'un témoin dans ces affaires. Allons, Debbie. Ne parlons pas du passé de mon associé et créancier, d'accord? Debbie fait la moue mais dit calmement, comme tu veux, Andy. Mais je veux juste que mon mari vive de nombreuses années heureuses avec moi. Mais tu t'impliques dans une histoire désagréable. Les époux se disputèrent ce soir-là à cause de ce prêt malheureux, car Debbie ne voulait pas le laisser partir seul hors de la ville. Mais Andy, toujours têtu de nature, n'écouta pas sa femme, prépara son sac de sport et partit pour leur maison de campagne le lendemain matin. Debbie fut très nerveuse toute la journée, en fin de compte, ce ne fut pas en vain, car vers le soir, Andy ne répondit plus du tout. Elle sentait que quelque chose de terrible s'était produit. Cependant, elle continua à attendre et à croire jusqu'à la fin que tout cela n'était que le fruit de son imagination.
Debbie n'a compris que son intuition ne l'avait pas trompée que lorsque son mari n'est pas rentré à la maison le lendemain matin. Le téléphone d'Andy était éteint et un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Dieu, s'il vous plaît, qu'il soit vivant. À peine la jeune femme a-t-elle pensé cela que son téléphone vibre, annonçant un appel entrant. Le numéro était inconnu, et le cœur de Debbie s'est immédiatement serré. Allô, répond-elle, la voix tremblante d'excitation. Madame Esselin, demanda une voix masculine, c'est le capitaine Pérez. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre mari, Andy Esselin, est décédé la nuit dernière à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans votre maison de campagne. Les jambes de Debbie se dérobent, sans le canapé à côté d'elle, elle serait tombée par terre. Debbie porta la main à ses lèvres, essayant d'étouffer un gémissement. Comment réussit-elle à murmurer. Les experts ont déterminé qu'il s'agissait d'un accident, explique le policier. Apparemment, votre mari n'a pas fait attention au récipient contenant le liquide d'allumage et il a explosé. Quoi? Non, ce n'est pas possible, proteste Debbie. Mon mari a toujours été extrêmement prudent. Il n'aurait jamais laissé le liquide près du feu. Le capitaine grogne avec un peu d'irritation avant de répondre, Madame Esselin, je ne fais que dire ce qui a été confirmé. Les faits sont les faits et on ne peut pas les contester. Votre mari faisait griller des brochettes sur un barbecue qui se trouvait dans le garage, sous le toit. Apparemment, une étincelle provenant des braises a touché le récipient contenant le liquide et le feu s'est propagé à toute la maison. Alors, notre maison a brûlé aussi? Demande la jeune femme avec incrédulité. Le policier soupire bruyamment et répond par l'affirmative. Votre maison est entourée d'une forêt sur 3 côtés. Cela a créé les conditions les plus favorables à la propagation d'un incendie. Le feu s'est propagé du garage à l'intérieur de la maison et tout a brûlé jusqu'au sol. Je suis désolée. Je comprends qu'il vous soit difficile d'accepter la mort de votre mari et la destruction complète de votre maison de campagne, mais ce qui s'est passé n'est qu'une suite de circonstances malheureuses. Je voulais partir avec lui, sanglote Debbie au téléphone. Je voulais être là avec lui. Calmez-vous, s'il vous plaît, dit doucement le capitaine. Si vous aviez été là avec votre mari, vous seriez morte de la même façon. Vous n'auriez eu aucune chance de survivre tous les deux. Je comprends que c'est une maigre consolation pour vous en ce moment, mais au moins vous êtes encore en vie. Après cette conversation, Debbie n'a pas pu fermer les yeux et a passé toute la nuit à fixer le plafond. Elle ne voulait pas croire qu'Andy était parti. Cette mort, si terrible et absurde, semblait très étrange à Debbie. L'insouciance dont parlait le policier n'était pas du tout caractéristique de son mari, et finalement Debbie commença à soupçonner qu'Andy avait été tué précisément à cause de l'argent emprunté à Monsieur Connor. Les funérailles de son mari furent très modestes, car il ne restait rien d'Andy, et ils durent enterrer un cercueil vide. Debbie n'a pas pu dormir pendant près d'1 mois, revenant sans cesse sur la mort de son mari. La seule chose qui lui permettait de se distraire de tout cela était son travail. Et Debbie a continué à enchaîner les vols, remarquant à peine que les dates du calendrier passaient vite. C'est alors que les appels menaçants ont commencé et que la femme a appris qu'elle devait désormais rembourser le prêt accordé à son mari décédé. Dans un premier temps, Debbie a pensé leur donner le sac d'argent qu'Andy leur avait apporté le jour du prêt. Mais après avoir fouillé tout l'appartement et vérifié tous les comptes, Debbie est arrivée à une terrible conclusion. L'argent est introuvable. C'est alors qu'elle se souvient que son mari était parti à la maison de campagne avec ce même sac. La femme se dit alors, Andy a probablement voulu cacher l'argent dans notre maison de vacances, et il a sans doute brûlé dans ce monstrueux incendie. Debbie sentit son âme se figer de peur. Elle n'arrivait pas à imaginer comment elle pourrait payer une telle somme aux gangsters. Au péril de sa vie, elle demande à rencontrer Monsieur Connor.
Lorsqu'elle fut amenée dans son manoir, Debbie pensa qu'elle n'en sortirait pas vivante. Mais l'homme, voyant la belle épouse de son emprunteur décédé, a immédiatement adouci sa colère et a accordé à Debbie un sursis d'1 an. L'échéance approche et la pauvre femme n'a même pas réussi à payer la moitié de sa dette. Elle s'est mise à travailler presque tous les week-ends, espérant gagner le plus d'argent possible avant que l'homme de main de Monsieur Connor ne revienne à la charge. Debbie a grandi dans un village. Ses parents étaient des gens simples mais honnêtes qui s'aimaient. Son père travaillait comme forestier. Malgré son âge avancé, l'homme était toujours plein d'énergie et pouvait facilement faire de longues promenades en forêt. Sa mère travaillait au bureau de poste du village, où elle distribuait des lettres et des journaux à tous les habitants de la vieille ville. Aussi loin que Debbie se souvienne, il y a toujours eu de l'amour et de la compréhension dans leur foyer et ses parents l'ont élevée uniquement par leur propre exemple, en essayant d'être une sorte de modèle pour leur fille. La jeune fille n'a jamais entendu un mot grossier ou méchant lui être adressé, mais elle a toujours trouvé du soutien et de bons conseils lorsqu'elle en avait besoin. Après avoir terminé l'école, Debbie s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de perspective pour elle dans son village. Elle voulait étudier les langues étrangères, mais elle n'avait aucune possibilité de les utiliser dans un endroit aussi reculé. En outre, Debbie avait un rêve dont elle n'osait pas parler à ses parents. Depuis son enfance, Debbie est fascinée par le ciel. Elle pouvait passer des heures à admirer les traces d'avions dans le ciel, se demandant ce qu'il y avait à l'intérieur. Les engins volants paraissaient petits vus d'en bas et énormes vus de près. Les parents de la jeune fille n'avaient jamais pris l'avion et Debbie n'était jamais allée à la mer. C'est pourquoi sa passion pour les voyages, associée à la possibilité de s'élever au-dessus du sol et des nuages, a donné naissance à son rêve passionné de devenir hôtesse de l'air. Néanmoins, son père et sa mère ont compris que leur fille avait besoin d'une éducation et lui ont permis d'aller en ville le cœur tranquille. Debbie a pensé que l'étude des langues était une priorité pour elle actuellement et que, dès qu'elle s'installerait dans la capitale, elle envisagerait une carrière d'hôtesse de l'air. Après avoir obtenu son diplôme, Debbie est devenue traductrice agréée dans 2 langues, le chinois et l'espagnol. Cela lui a ouvert les portes d'un monde de travail bien rémunéré. La première fois, la jeune fille a travaillé comme secrétaire, référente avec des fonctions de traduction dans une entreprise de médias très prestigieuse. Debbie a loué un bel appartement en ville et s'y sentait très bien, mais elle rêvait encore parfois du ciel et d'un uniforme d'hôtesse de l'air la nuit. Après avoir travaillé dans cette entreprise pendant environ 2 ans, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus ignorer son rêve. C'est alors que Debbie a finalement décidé d'essayer de s'inscrire à des cours d'hôtesse de l'air. La jeune fille a étudié avec assiduité et a bachoté le matériel nécessaire pendant des jours, ignorant les fêtes et les promenades avec ses amis, mais le résultat de ses efforts a été exactement ce qu'elle voulait. Debbie a réussi l'examen final et a eu la possibilité d'obtenir le travail de ses rêves. Heureusement, elle a toujours été en bonne santé et son apparence incroyablement séduisante lui a permis de passer facilement le contrôle officieux du visage, qui faisait partie intégrante de l'obtention de cet emploi. Lors de son premier vol, Debbie a ressenti un plaisir incomparable. Ses sentiments la submergent, incapable de résister à la pression qu'ils exercent, elle se met à pleurer discrètement sans que personne ne la regarde. Son plus vieux rêve secret s'est réalisé. Et pour la première fois depuis sa sortie de l'institut, Debbie se sentait chez elle. Sur l'un des vols, la jeune fille a rencontré Andy. Le jeune homme avait 3 ans de plus qu'elle et se rendait dans une autre ville pour une affaire. Ils sentaient tous deux qu'ils s'appréciaient, mais la décence les a fait attendre jusqu'à la fin du vol. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Andy a abordé la jeune et belle hôtesse de l'air et l'a invitée à dîner dans un restaurant. « S'il vous plaît, ne refusez pas », Andy la regarda avec une supplique silencieuse dans les yeux. « Je sais que cela peut vous paraître étrange, mais dès que je vous ai vu, j'ai su que je devais essayer de vous connaître. » Le sourire gêné d'Andy accompagna ces paroles. Debbie a été submergée par des émotions incroyables à ce moment-là.
Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle aurait la chance de rencontrer quelqu'un dont l'âme serait comme l'autre moitié de la sienne. Andy comprenait si bien la jeune fille que parfois Debbie avait l'impression que tout ce qui lui arrivait était un conte de fées. Debbie, debout devant le miroir de la salle de service des hôtesses de l'air, pensait que la vie avec Andy était la période la plus heureuse de son existence. Il était peu probable qu'elle rencontre à nouveau une personne dotée de telles qualités spirituelles. Son mari n'était pas seulement un partenaire avec lequel elle acceptait de passer le reste de sa vie. Il était son ami, l'amant le plus passionné et une personne partageant les mêmes idées, toujours prête à la soutenir dans les moments difficiles. Leur dernière séparation a été d'autant plus terrible qu'une dispute stupide a poussé les époux à passer la nuit séparément avant de se rendre à la maison de vacances. Debbie s'apprête à s'asseoir sur son siège dans l'allée quand soudain l'avion se met à trembler impitoyablement. La lumière dans la cabine s'est mise à clignoter et des voix fortes de passagers pleines de mécontentement et de peur se sont immédiatement fait entendre. Une femme s'écrie « Oh mon Dieu, nous tombons !» Qu'est-ce qui se passe? Hôtesse de l'air, où est l'hôtesse de l'air? Une voix d'homme d'âge moyen se fait entendre. Maman, j'ai peur. Est-ce qu'on va mourir? Une voix d'enfant gémit tout près de Debbie. Debbie comprend immédiatement qu'ils sont entrés dans une zone de turbulence. Cela lui était déjà arrivé plusieurs fois, mais à chaque fois, Debbie était un peu effrayée. Cependant, elle n'a pas le droit de montrer ses sentiments aux passagers, car cela constituerait une violation totale de toutes les règles de conduite du personnel à bord. Prenant quelques profondes inspirations, la femme s'installe dans la cabine et s'efforce de garder une expression de calme absolu sur son visage. Debbie adresse un sourire éclatant à tous ceux qu'elle croise, leur demandant d'attacher leur ceinture et de rester calme. « Pourquoi tremblons-nous comme ça ?» proteste l'homme d'affaires qui vient de lui commander du champagne. « Vous nous dites la vérité? Ou essayez-vous simplement de faire traîner les choses en longueur? Tant que nous ne le saurons pas. Il ne nous restera qu'une centaine de mètres pour voler jusqu'au sol. Ne vous inquiétez pas, cela arrive parfois pendant le vol. » Debbie tente de le calmer. La zone de turbulence va bientôt se terminer, et nous allons poursuivre notre voyage. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. L'homme d'affaires a marmonné quelque chose en réponse, mais il a tout de même attaché sa ceinture de sécurité. Un peu plus loin, Debbie aperçoit une belle dame d'environ 50 ans. Elle était vêtue d'un costume corail coûteux et tenait sur ses genoux un luxueux sac en cuir de couleur crème. Debbie se rendit immédiatement compte que cette femme était riche. Sa manucure, sa coiffure et ses belles chaussures de la dernière collection d'une célèbre maison de couture parlaient d'elle-même. Cependant, peu importe l'argent qu'elle possède, cette femme est avant tout une passagère. Contrairement à tous les passagers de ce vol, elle éprouvait une véritable peur en ce moment. Au moment où l'hôtesse de l'air atteignait son siège, l'avion a de nouveau tremblé violemment. La dame a poussé un grand cri et a laissé tomber son sac sur le sol. Debbie se pencha instinctivement, ramassa facilement l'accessoire gracieux et le tendit à la passagère, tout en gardant un sourire poli. « Merci, » dit la dame, les lèvres pâles, puis son regard se pose sur la main gauche de l'hôtesse de l'air, avec laquelle elle tient le sac. La femme devint instantanément blanche comme un linge et, avec une question muette, regarda Debbie. Celle-ci reconnut immédiatement ce doigt, le seul plus petit que tous les autres. « Debbie » murmure la passagère, choquée. Mathilda Williams, c'était le nom de cette femme fortunée, eut soudain l'impression que tout son corps avait été frappé par un courant électrique. Tout semble s'assombrir devant ses yeux pendant quelques secondes, et la dame, par peur, décide que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'évanouisse. « Oui, je comprends que vous ayez peur. Mais tout va se terminer très bientôt, je vous le promets, » la rassure Debbie. Nous devons juste endurer un peu plus longtemps. Après quoi, souriant à Mathilda, l'hôtesse de l'air se dirigea calmement vers l'intérieur de la cabine. Dès qu'elle a disparu, la dame a eu le cœur serré. « Oh,
Mon Dieu, ce n'est pas possible. Elle est vivante et elle vole dans le même avion que moi, pensa Mathilda. Est-ce vraiment elle? Qui d'autre pourrait avoir un majeur aussi spécifique? La femme attend avec impatience le moment où l'avion traversera la zone de turbulence et où tout le monde se calmera enfin. Se croisant, Mathilda se leva de son siège et se dirigea directement vers le couloir où étaient assises les hôtesses de l'air. Debbie discutait avec sa collègue lorsqu'elle croisa le regard surpris de la riche passagère. « Vous vous sentez mieux ?» demande poliment Debbie, en regardant la femme avec une inquiétude et une sympathie sincères. « Oui, merci », répond lentement la femme en enfonçant nerveusement ses ongles dans son petit sac à main. « Je suis désolée, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes ? » Debbie a l'air embarrassée et jette un coup d'œil à l'autre hôtesse de l'air avant d'acquiescer. « D'accord, asseyez-vous. » La collègue de Debbie se lève immédiatement de son siège et se rend dans la cabine pour vérifier si les autres passagers ont besoin de quelque chose. Mathilda s'assit sur le bord du siège et continua à faire tourner son sac à main dans ses mains pendant quelques secondes. La femme ne sait tout simplement pas par où commencer. Elle s'apprêtait à dire à cette jeune femme quelque chose qui pourrait sembler complètement absurde à d'autres, mais elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer une telle occasion. Qui sait? Peut-être qu'elle n'avait pas tort. Tu vois, commença Mathilda en rougissant fortement, il se trouve que j'ai remarqué une certaine particularité sur ta main. Ton doigt. C'est au tour de Debbie de rougir d'embarras. La jeune femme serra instinctivement le poing de sa main gauche pour que la phalange raccourcie ne soit pas visible. Oui, je comprends que ça a dû être désagréable pour vous de voir ça, mais je suis née avec et je n'y peux rien, expliqua-t-elle. La femme secoue la tête avec émotion. Non, non, ne pensez pas cela. Je n'avais pas l'intention de vous offenser ou de vous rabaisser de quelque manière que ce soit, pas du tout. Debbie la regarde, un peu déconcertée. Alors qu'est-ce qui vous a tant contrarié? Mathilda prit une grande inspiration et décida de lui dire, vous voyez, il y a de nombreuses années, j'ai perdu ma fille. Elle n'avait que 3 ans à l'époque. Mon mari, son beau-père, la conduisait dans une autre ville et ils ont eu un accident. Mon mari n'a pas pu contrôler la voiture et elle est sortie de la route. Lorsqu'Oliver a repris ses esprits, l'enfant était introuvable. Blessé, il a cherché dans les environs, mais ne l'a jamais retrouvée. Elle a tout simplement disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui encore, 25 ans plus tard, le souvenir de son enfant perdu provoque chez Mathilda une douleur presque physique. La profonde blessure maternelle dans son cœur ne s'est jamais refermée et chaque mot prononcé à voix haute au sujet de sa fille est comme un couteau tranchant pour la femme. La dame essuie ses yeux pleins de larmes avec un mouchoir, mais le visage de Debbie ne montre que de la sympathie et de la confusion. Je compatis vraiment, dit Debbie avec sincérité, mais pardonnez-moi d'avoir été impolie. Je ne comprends vraiment pas comment je peux vous aider. Mathilda sourit faiblement. Tu t'appelles Debbie, c'est ça? Debbie. C'est exact, acquiesce l'hôtesse de l'air. Debbie Esselin, anciennement Yard Sever, mais quel est le rapport avec votre histoire? Soudain, la riche femme tendit la main à Debbie et lui tapota affectueusement l'épaule. Ma petite fille s'appelait aussi Debbie. Et elle avait les mêmes particularités que vous. C'est un problème de famille qui remonte à mon grand-père. L'un de ses doigts était plus court que l'autre et cela s'est transmis à ma fille de génération en génération. Mathilda regarde Debbie, pleurant et souriant en même temps à travers ses larmes. Lorsque l'hôtesse de l'air comprit ce qu'elle voulait dire, ce fut comme si le monde autour de la jeune femme avait vacillé et que les turbulences n'avaient plus d'importance. Êtes-vous en train de dire que vous pensez que je pourrais être votre fille, perdue il y a plus de 20 ans? La riche femme hocha lentement la tête et dit, je ne fais pas que le penser. J'en suis sûre. Tout concorde. Ton nom, ton âge, Debbie, comme je suis heureuse de t'avoir retrouvée et de savoir que tu es vivante.
Sous le coup de l'émotion, Mathilda ne peut s'empêcher d'essayer de serrer Debbie dans ses bras. Mais l'hôtesse de l'air l'arrête doucement et dire que Debbie est abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre serait un euphémisme. Je suis désolée, mais ne pensez-vous pas qu'il pourrait s'agir d'une simple coïncidence? Debbie regarde Mathilda d'un air dubitatif. La disparition tragique de votre fille est sans aucun doute une grande douleur, et je comprends pourquoi vous vous êtes emparé de ma particularité, mais j'ai déjà des parents, et Dieu merci, ils sont vivants et m'aiment, et je les aime aussi. La femme la regarde avec tristesse mais reste sur ses positions. Ma chère, je ne sais pas comment cela a pu se produire. Peut-être devriez-vous interroger vos propres parents à ce sujet. Cependant, je crois toujours que tu es ma Debbie, ma petite fille perdue. Je te prie vraiment de me rencontrer plus tard et de faire un test ADN. Debbie est restée assise, incapable de parler. Elle ne savait pas comment réagir à tout ce qu'elle avait entendu. Finalement, elle a dû boire quelques gorgées d'eau pour gérer ses émotions. Après avoir réfléchi un moment, elle accepte de rencontrer Mathilda à nouveau et prend sa carte de visite. Après avoir atterri à l'aéroport, Debbie a immédiatement pris un taxi et s'est rendue à la gare routière la plus proche, où elle a acheté des billets de bus pour son village natal. Si cette femme dit la vérité, cela signifie-t-il que mes parents m'ont caché le secret de mon passé pendant toutes ces années? Mais pourquoi aurait-il besoin de faire cela? Ai-je eu une enfance pleine de mensonges? Toutes ces questions tourbillonnent dans la tête de la jeune femme, mais elle est déterminée à découvrir la vérité et attend avec impatience le bus qui la conduira à la maison familiale. Ses parents sont agréablement surpris de voir leur fille bien-aimée sur le pas de la porte. Debbie, mon âme, lance la mère heureuse à l'hôtesse de l'air. Tu aurais pu au moins nous prévenir de ton arrivée. J'aurais préparé ta tarte aux framboises préférée. Tu es parti trop longtemps, dit son père avec un léger reproche. Tu ne prends pas soin de toi sur ces vols. Est-ce qu'on te nourrit au moins là-bas? Tu as beaucoup maigri, ma chérie. L'homme prit la valise de sa fille et la porta dans leur belle maison en rondin, que le forestier avait construite il y a de nombreuses années, à l'aide d'une technologie ancienne, sans un seul clou. Il en était très fier. Bientôt, toute la famille s'installa dans la cuisine pour boire du thé. La jeune femme était très nerveuse et, pour la première fois, ne savait pas comment demander à ses parents ce qui la tracassait le plus. Maman, papa, commence lentement Debbie, tout d'abord, je veux vous dire que je vous aime beaucoup. Nous t'aimons aussi, ma fille, répondit le père, et nous t'aimerons toujours, quoi qu'il arrive. Mais tu n'es pas venu ici pour cela, n'est-ce pas? Tu vois toujours l'essence des choses tout de suite, papa, dit Debbie d'un ton pensif, avant de demander directement, dites-moi, êtes-vous mes parents naturels? Debbie regarda attentivement ses parents, passant d'un regard à l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen de reculer. Une ombre légère passa sur le visage de la mère et son sourire commença à s'estomper lentement. Pourquoi poses-tu de telles questions, Debbie? Demanda la femme avec inquiétude. Bien sûr que nous sommes tes parents. Qui d'autre? À ce moment-là, l'homme couvrit la main de sa femme avec la sienne et dit à voix basse, Debbie, j'espérais que tu ne poserais jamais une telle question. Mais apparemment, il n'est pas possible que la vérité ne soit pas révélée tôt ou tard. L'homme secoua la tête, impuissant, et fit taire toute objection de sa femme par son regard. Il se servit ensuite une nouvelle tasse de thé et en prit une grande gorgée. C'était il y a longtemps, commença-t-il en regardant au loin. Nous avons connu un grand chagrin à l'époque, dit l'homme en s'arrêtant un instant, mais la mère de Debbie continua à sa place. J'avais déjà fait 3 fausses couches. Je ne pouvais pas porter d'enfant et les médecins disaient que si j'essayais à nouveau, je ne survivrais pas. Je pourrais mourir d'hémorragie et de complications. La mère de Debbie sanglote et s'essuie les yeux avec le bord de son foulard. Elle ne voulait vraiment pas se souvenir de cette période difficile de sa vie. À l'époque, j'allais tout le temps dans les bois pour essayer de calmer mon chagrin et d'atténuer la douleur, poursuit le père.
Et un jour, alors que je passais devant la Noiret, je t'ai vue assise sur la lisière, pleurant à chaudes larmes. C'est pourquoi nous t'appelions Écureuil, parce que tu étais assise sous le noyer avec tes tresses rouges duveteuses et que tu te frottais le visage avec tes mains comme un petit écureuil triste. En se souvenant de cela, le père de Déby sourit légèrement, mais il était clair qu'il ressentait des émotions fortes lorsqu'il parlait. Et bien que pas un seul muscle n'ait bougé sur son visage. Les épaules du père tremblaient sous l'effet de sanglots silencieux qu'il essayait d'étouffer de toutes ses forces. Tu n'avais que 3 ans à l'époque, explique la mère. Ton père t'a pris dans un baluchon et t'a amené chez nous. La femme sourit tristement, regardant sa fille avec tendresse. Je me souviens avoir pensé à l'époque que le Seigneur avait finalement eu pitié de moi et qu'il t'avait envoyé vers moi. Tu étais si faible, avec une énorme égratignure sur le front, et tu n'arrêtais pas d'appeler ta maman. Et tu pleurais sans fin. À l'intérieur, Déby, tout semblait avoir basculé. Cette femme dans l'avion pouvait donc bien être sa mère. L'idée même de cette éventualité ne lui venait pas à l'esprit. Mais comment as-tu fait pour cacher mon apparence à tout le monde? Papa et toi m'avez pratiquement kidnappé, maman, proteste Déby, bien que des larmes de regret et de compréhension brillent déjà dans ses yeux. Sa mère secoue la tête et serre un peu plus fort la main de son mari. Nous ne t'avons pas enlevé. Nous t'avons trouvé. Ce sont des choses tout à fait différentes. La jalousie d'une mère s'enflamme dans les yeux de la femme. Tu as été abandonné dans les bois et tu as été blessé. Cette femme était une coucou, pas une vraie mère. Le père tapote l'épaule de sa femme, essayant de la calmer, tandis que sa fille prend la parole. Nous avons donné tout l'or et toutes les économies de notre famille à notre président de l'époque pour qu'il nous aide à obtenir des papiers pour toi. C'est ainsi que tu es devenue notre fille. Déby s'assit devant ses parents, les regardant avec tristesse et amour à la fois. Elle comprenait parfaitement ce qui les avait poussés à une telle démarche désespérée. Mais cela n'a pas rendu les choses plus faciles. Et comment as-tu appris que nous t'avions adopté? Demanda le père en plissant les yeux. Nous n'en avons parlé à personne et nous espérions que ce secret disparaîtrait avec nous. Déby regarda ses parents et réalisa qu'il ne savait vraiment rien de sa mère biologique. Elle leur parle de la dame riche et leur montre sa carte de visite. Le père examine attentivement la carte et dit calmement, « Ma fille, si tu penses que c'est la bonne chose à faire, tu peux rencontrer cette femme. Nous n'avons pas le droit de t'en empêcher. Vous êtes maintenant une personne adulte et indépendante. Mais si tu deviens soudainement désillusionnée après avoir découvert la vérité, sache que ta mère et moi serons toujours là pour toi et que rien ne changera pour nous. Peu importe que nous soyons du même sang ou non. Nous serons toujours tes parents. » En signe de gratitude, Déby serra fort sa mère et son père dans ses bras. « Merci, » murmure-t-elle. « J'ai les meilleurs parents du monde. » Après avoir passé quelques jours de plus chez ses parents, Déby est retournée en ville. Elle voulait rencontrer Mathilda et demander à l'une de ses collègues de la remplacer sur le vol. Lorsque Mathilda a appris que Déby acceptait de se soumettre au test ADN, elle a été ravie. Quelques jours plus tard, les résultats du test sont arrivés, à la grande surprise de Déby, sa nouvelle connaissance avait raison. Elle était bien sa mère biologique. Apprenant cela, la riche femme invite immédiatement Déby chez elle. Lorsque la luxueuse voiture conduit Déby au domaine de Mathilda, la jeune femme ne peut contenir son admiration. Elle n'avait jamais vu de sa vie un tel luxe et un tel style qui se retrouvait littéralement dans chaque meuble et dans le magnifique jardin verdoyant d'un manoir. Elle fut conduite dans le salon où sa mère biologique l'accueillit. Mathilda avait l'air très excitée mais charmante. Elle portait une longue veste en soie sans manches et un spacieux chemisier en lin qui, associé à un pantalon assorti et à un léger fard à joues, lui donnait l'air d'avoir 10 ans de moins. Déby est une fois de plus étonnée par son insaisissable sens du goût vestimentaire. « Déby, je suis si heureuse que tu sois venue, ma chère, »
s'exclame la femme en levant les bras au ciel. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je t'ai enfin trouvé après tant d'années. Mathilda l'a prise dans ses bras et Debbie a senti qu'elle aurait tort de rejeter cette étreinte sincère. Ce n'est pas que Debbie se sente mal à l'aise face à cette démonstration d'affection parentale envers Mathilda. En fait, elle n'arrivait toujours pas à se faire à l'idée que c'était cette femme, et non sa mère du village, qui lui avait donné la vie. Je vais te présenter quelqu'un, dit Mathilda en conduisant sa fille dans une petite pièce confortable où un homme d'apparence présentable, en costume d'affaires, était assis dans un large fauteuil en cuir. En voyant Debbie, il s'est immédiatement levé et a tendu la main pour la saluer. Je m'appelle Oliver, se présente l'homme d'affaires, qui serre prudemment la main de son invité. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, Debbie. Debbie secoue la tête et regarde sa mère d'un air interrogateur. Voici ton père, Debbie, dit Mathilda en pleurant de bonheur. Tout ce que Debbie a pu dire, c'est oh. Elle scruta les traits d'Oliver, mais ne vit aucune ressemblance avec elle-même. Puis, lorsqu'ils se rendirent dans la salle à manger pour prendre le thé, Oliver se comporta étrangement. Il était nerveux et souriait largement, mais son sourire n'était pas sincère. Si tu savais comme j'ai eu peur à ce moment-là, ce que j'ai vécu quand je me suis réveillée et que j'ai vu que tu n'étais pas là, lui a dit son père. Je me suis réveillée et la voiture était déjà en feu. Je suis sortie de la voiture, mais très difficilement. J'étais gravement blessée à la jambe. J'ai pensé que tu t'étais peut-être caché quelque part près de la route parce que tu avais peur. Mais dès que je me suis éloignée de quelques mètres de la voiture, elle a explosé. L'homme parlait avec beaucoup d'émotion, mais il continuait à regarder sa fille retrouvée, comme s'il n'était pas du tout heureux de son retour. Bien sûr, Debbie ne savait pas qu'Oliver n'était pas son père biologique. Il a épousé sa mère alors qu'elle était déjà enceinte de 3 mois de son premier mari, qui est mort dans un accident dans une ville voisine. Arthur Clarke, le véritable père biologique de Debbie, avait passé un accord avec des partenaires très peu fiables qui ont finalement organisé sa mort sur le chantier d'un grand complexe résidentiel. Oliver Williams, un ami de longue date de la famille Clarke, a soutenu la jeune veuve éplorée pendant de nombreux mois. En remerciement, Mathilda a commencé à l'inviter de plus en plus souvent chez elle et a fini par l'épouser. En réalité, le beau-père de Debbie la détestait depuis l'enfance. Il a toujours pensé qu'elle était une concurrente potentielle, car il voulait reprendre complètement l'entreprise de son ami décédé. Il a eu la désagréable surprise de voir Debbie, qu'il détestait, réapparaître soudainement des années plus tard, tel un fantôme du passé, et tenter de contrarier tous ses plans. Le plus désagréable pour l'homme d'affaires est que sa femme envisage sérieusement de faire entrer sa fille dans leur entreprise. Après la première rencontre, Mathilda a commencé à inviter Debbie chez elle de plus en plus souvent, et Debbie était bien sûr heureuse d'en apprendre plus sur son passé et de mieux connaître sa mère biologique. En même temps, la jeune femme ne percevait pas du tout son père, comme si elle pensait qu'il n'était pas son vrai père. Mathilda n'a jamais rien dit à sa fille à ce sujet, espérant que le malentendu entre Debbie et Oliver disparaîtrait avec le temps. Mathilda. Pardonne-moi, mais je ne comprends pas pourquoi tu es si obsédée par l'idée que Debbie devienne une actionnaire à part entière. Après tout, tant de temps s'est écoulé, et sa profession est tout à fait différente. Elle ne pourra pas devenir une femme d'affaires digne de ce nom à partir d'une hôtesse de l'air. Excusez-moi d'être aussi direct, dit Olivier. Mathilda regarde son conjoint avec perplexité. Ah, Debbie est une descendante des employés de bureau. Elle a été élevée par des gens tout à fait différents, des ruraux, ce qui ne l'a pas empêchée d'obtenir ses diplômes avec mention. Elle connaît parfaitement 2 langues étrangères. Je suis certain qu'une fois qu'elle en aura appris un peu plus et qu'elle se sera plongée plus profondément dans nos affaires, nos gènes suivront leur cours. Oliver était fou de rage. Les mots lui manquaient, mais il n'allait pas en rester là. Il commença à réfléchir à la manière de se débarrasser de cette vieille épine dans le pied.
Le fait est qu'il avait déjà ses propres personnes de confiance dans l'entreprise de sa femme, avec lesquelles il s'adonnait discrètement à la fraude et au détournement de fonds depuis longtemps. Il blanchissait l'argent par le biais de projets de tiers et le transférait sur leur compte personnel à l'étranger. Oliver avait l'intention de se subordonner entièrement le conseil d'administration afin de contrôler seul toutes les ressources. Mais pour cela, il devait s'assurer que Mathilda ne se douterait de rien. Avec l'apparition de Debbie dans leur vie, le plan d'Oliver risquait de tomber à l'eau, et il comptait bien faire tout son possible pour que sa belle-fille ne touche jamais au rouage de l'entreprise de sa mère. Appelant dans son bureau l'un de ses assistants, Oliver lui dit : « Il est temps de prendre des mesures décisives. Cette petite hôtesse de l'air a déjà prévu de faire un stage dans notre entreprise. J'ai besoin de vous pour terminer ce que je n'ai pas pu faire il y a plusieurs années. » Oliver regarda attentivement l'assistant qui devint pâle, réalisant exactement ce que le patron attendait de lui. Puis Oliver a continué : « J'ai organisé cet accident quand j'ai failli m'écraser avec ma fille adoptive. Je pensais me débarrasser d'elle alors qu'elle était encore petite, et tous les problèmes seraient résolus. Pendant tant d'années, j'ai espéré qu'elle disparaisse quelque part dans les bois et qu'on n'entende plus jamais parler d'elle. Et maintenant, elle a disparu et veut tenter sa chance dans l'entreprise de sa mère. » L'assistant, qui écoutait Oliver, déglutit de peur. Il n'aurait jamais pensé qu'on lui demanderait de commettre le crime le plus terrible qui puisse exister dans une société civilisée. Cela dépassait déjà les bornes. Je ne peux pas la laisser ruiner tout ce que j'ai collecté petit à petit depuis tant d'années. Après tout, j'ai même mis son père, Arthur, en contact avec ses compagnons pour l'éliminer et pour que Mathilda ne découvre rien. Et maintenant, je dois faire la même chose avec sa fille. Oliver regarda fixement l'homme qui se tenait devant lui. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout à l'avance. Après-demain, je donne rendez-vous dans le parc. Le soir, je dirai, je veux lui parler sans témoin et évoquer quelques perspectives de notre entreprise. Et là, vous comprenez parfaitement ce que vous devez faire. Faites en sorte que tout ait l'air d'un simple vol. Je ne veux pas être le premier à être soupçonné. » L'assistant, bien que peu satisfait d'une tâche aussi terrible, accepte. Que pouvait-il faire d'autre ? Après tout, il s'agissait d'une personne sous contrainte. Debbie accepta de rencontrer son beau-père sans arrière-pensée, sans savoir quel sort terrible il lui réservait. Plus tard dans la soirée, alors que l'espace désert du parc n'était éclairé que par la faible lumière des lanternes du soir, Debbie s'arrêta près du lieu de rendez-vous convenu avec l'homme d'affaires. La jeune femme ne se doutait pas qu'Oliver n'était pas son père biologique, elle ne sentait donc pas le danger émaner de lui. De toute façon, elle a expliqué leur désaccord sur son éventuel travail dans l'entreprise de sa mère en disant qu'ils ne s'étaient pas beaucoup vus ces dernières années. Debbie attendit au moins une demi-heure au lieu de rendez-vous avant de se décider à appeler Oliver. À sa grande surprise, la voix mécanique à l'autre bout du fil lui dit que l'abonné n'est pas joignable. Elle s'apprête à rentrer chez elle lorsque quelqu'un l'attrape par derrière et lui couvre la bouche avec sa main pour l'empêcher de faire le moindre bruit. « Ne bouge pas, sinon je te découpe comme un mouton. » Elle entendit une voix masculine derrière elle, qui semblait très vague à Debbie, mais qui lui était tout de même familière. Cependant, lorsque le voleur se tourna vers la victime pour lui faire face, l'horreur de Debbie ne connut plus de limite. Le criminel s'avère être son ex-mari, Andy. Il ne s'attendait pas non plus à voir son ex-conjointe à l'endroit indiqué. Pendant les premières secondes, il s'est contenté de la fixer en silence, perdant le don de la parole sous l'effet de la surprise. Andy n'avait même pas pris la peine de porter un masque, il était sûr de pouvoir se débarrasser tranquillement de sa victime. « Andy, c'est vraiment toi ? Es-tu vivant ? » Debbie eut du mal à le dire, regardant son ex-mari droit dans les yeux. « Mais comment ? Tu es mort dans cet incendie, m'a dit l'enquêteur. » Debbie, l'interrompt Andy, qui tient toujours la femme dans son étreinte d'acier. « Croyez-moi, je suis vraiment désolée que les choses se soient passées ainsi.
Mais je n'avais pas d'autre choix. Il m'aurait tué. Qui? Debbie n'a rien compris. Monsieur Connor et ses acolytes, dit Andy en la secouant par les épaules. J'ai entendu l'un d'eux discuter de la façon dont ils allaient m'enterrer quelque part dans la forêt. Environ 2 semaines après que ce maudit prêt m'ait été accordé. J'ai donc décidé de m'enfuir avec l'argent. J'ai mis en scène ma propre mort dans le feu. J'ai dû les tromper. Désolé, mais je n'avais pas d'autre choix. Peu à peu, Debbie comprend le sens des paroles de son mari. Alors, quel était ton plan, demande-t-elle. Tu vas m'abandonner, t'enfuir avec l'argent et me laisser me faire déchirer par ces salauds. C'est ce que tu avais prévu? Debbie commença à résister de toutes ses forces, essayant de se libérer de l'emprise d'Andy tout en l'accablant d'accusations. Comment as-tu pu me faire ça? Je t'aimais tellement et je te faisais tellement confiance. Son ex-mari se contenta de la serrer plus fort et de fermer les yeux. Bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que son plan aboutisse à une telle chose. Lorsqu'il avait simulé sa propre mort dans l'incendie et qu'il avait disparu avec l'argent du gang, il avait cru un moment qu'il avait complètement volé Monsieur Connor et que son gang n'avait plus aucun moyen de pression sur lui. Mais il ne pouvait imaginer qu'ils exigeraient de sa femme qu'elle rembourse la dette. Après avoir dilapidé tout l'argent en peu de temps et s'être retrouvé littéralement sans rien, Andy a réussi à se faire de nouveaux papiers et à les utiliser pour obtenir un emploi dans l'entreprise de Mathilda. Oliver s'est immédiatement rendu compte qu'il avait dans ses rangs un employé muni de faux papiers, mais il a décidé de ne pas le renvoyer pour l'instant, comprenant parfaitement qu'il pourrait s'en servir contre Andy. C'est pourquoi, au moment de se salir les mains, l'homme d'affaires a choisi l'ex-mari de Debbie. Et Andy ne pouvait même pas penser que la femme qu'il devait éliminer était son ex-femme. Plus que jamais, Andy comprenait que Debbie était le seul témoin de tous ces crimes et qu'il ne pouvait pas la laisser en vie. Pardonne-moi, Debbie. Il essaya de calmer sa femme, la serrant plus fort tout en levant de sa main libre une longue lame tranchante dans l'obscurité. Il s'apprête à plonger la lame dans le corps de la femme. Mais à ce moment-là, quelqu'un lui arracha brusquement le couteau des mains d'un mouvement puissant, faisant pivoter sa main de 180 degrés. Le méchant a hurlé de douleur et Debbie a finalement réussi à se libérer de son emprise étouffante. Elle regarde avec horreur un sans-abri vêtu d'un jean déchiré et d'une vieille veste essayer de tordre le bras de son ex-mari. « Appelez vite la police », crie-t-il à Debbie et elle remarque que son sauveur n'est pas beaucoup plus âgé qu'elle. Elle n'a pas besoin de le répéter 2 fois, Debbie compose immédiatement le numéro court, et quelques minutes plus tard, la police arrive pour arrêter la crapule. Le sans-abri a témoigné. Il avait dormi sur un banc à proximité, si la dune le permettait, puis avait entendu une femme crier et s'était immédiatement précipité pour l'aider, sachant que le parc n'était pas sur le soir. Finalement, la police a arrêté Andy, qui a avoué sans hésiter, lors de l'interrogatoire, que le beau-père de Debbie avait organisé toute la tentative d'assassinat. À ce moment-là, Mathilda, choquée, a appris le prêt de sa fille et les terribles intentions de son mari, et Debbie elle-même a appris qu'Oliver n'était pas son père biologique. Une opération spéciale de la police a été menée et Monsieur Connor et toute sa bande ont été pris la main dans le sac. Après avoir résolu tous ces problèmes, Debbie est retournée au parc pour retrouver et remercier le sans-abri qui lui a sauvé la vie. Mais elle ne le trouve pas et rentre chez elle, déçue. En sortant du taxi, elle a remarqué un jeune homme avec un énorme bouquet de roses rouges qui se tenait près de son entrée. Je me demande qui a eu cette chance. Se dit Debbie avec un sourire en passant devant lui. Alors qu'elle s'apprête à passer devant le jeune homme, elle se rend compte qu'elle l'a déjà vu auparavant. Bonjour, lui sourit l'ancien sans-abri, désormais vêtu d'un magnifique costume d'affaires gris clair. Je m'excuse de débarquer à l'improviste, mais il fallait que je vous revoie. Debbie reste là, à le regarder avec étonnement, tandis qu'un sourire timide se dessine lentement sur son visage. C'est bien vous? Vous êtes le même sans-abri qui m'a sauvé dans le parc, n'est-ce pas?
Pourquoi es-tu ici et as-tu l'air si étonnant, plaisante le jeune homme. Oui, dit Debbie en riant sincèrement. C'est exactement ce que je voulais dire. L'homme, qui s'appelait Glenn, lui expliqua qu'il travaillait en fait comme psychologue, résolvant les problèmes émotionnels d'hommes d'affaires prospères et de stars du showbiz. Il a été amené au parc par ses besoins professionnels. Il rédigeait depuis longtemps sa thèse sur les inégalités sociales dans la société moderne et, pour mettre en pratique certaines de ses théories, il s'était déguisé en sans-abri, dans l'espoir d'évaluer les réactions des gens de différentes couches sociales à son égard. Quel est le meilleur endroit pour mener de telles expériences, si ce n'est dans un grand parc de la ville? Dit le psychologue en tendant un bouquet parfumé à la jeune femme. Debbie est à la fois flattée et heureuse. Après tout, l'homme qui n'avait pas eu peur de l'aider dans un moment difficile où sa vie était en danger s'avérait être un homme aussi intéressant et intelligent. Glenn l'a invité à sortir avec lui et Debbie a accepté avec plaisir. Les jeunes gens sont allés à l'opéra et ont ensuite discuté longuement de ce qu'ils avaient vu. Peu à peu, la conversation s'est déplacée du théâtre vers d'autres domaines de la vie. Et Debbie a raconté à Glenn toutes les surprises que la vie lui avait réservées. Tu es une femme merveilleuse, Debbie, dit Glenn en souriant. Pour traverser tant d'événements choquants et tragiques et ne pas craquer, ne pas perdre la foi en la bonté, et quelque chose de vraiment élevé, vous savez, j'aimerais vraiment vous rencontrer à nouveau, si cela ne vous dérange pas. Debbie acquiesce en riant. Bien sûr, elle serait heureuse de revoir Glenn. Son tact et son attention, ainsi que ses manières parfaites, ont laissé une marque indélébile dans son âme. Peu après, Glenn et Debbie ont commencé à sortir ensemble. Les jeunes gens sont littéralement charmés l'un par l'autre et leurs sentiments s'épanouissent comme une belle et délicate fleur de lys. Quelques mois plus tard, Glenn a demandé Debbie en mariage. Le mariage n'était pas le plus bruyant, mais il était certainement le plus beau et le plus mémorable pour tous les invités et pour les jeunes mariés eux-mêmes. Debbie était heureuse d'avoir désormais deux mères. Mathilda n'en veut pas à la mère et au père adoptif de Debbie, car ils ont protégé sa fille pendant de nombreuses années. 1 an plus tard, Debbie donne naissance à une magnifique fille. Debbie a cessé de voler et s'est concentrée sur sa famille, tandis que Glenn a continué à travailler en tant que psychologue et a défendu avec succès ses recherches, améliorant ainsi ses qualifications et confirmant son niveau professionnel de premier ordre. Aujourd'hui, Debbie et sa famille ont devant eux de nombreuses années de bonheur familial serein, de sécurité et de tranquillité d'esprit.